Je vais juste mettre ma caméra. Vous m'entendez? Oui, on voit ça. Oui. Veuillez m'excuser, je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui pour cette soutenance pour des problèmes de santé. Je n'ai pas pu me déplacer de Marrakech. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le professeur Amine pour l'élégante gestion de cette soutenance. Je tiens à remercier le professeur Flavie de m'avoir invité pour ma deuxième défense, je dirais ma première défense depuis que je suis retourné définitivement au Maroc. Et je tiens à féliciter le candidat pour l'excellent manuscrit que j'ai pris un plaisir à le lire. Je l'avais reçu depuis un petit moment. Donc j'ai pris un plaisir à le lire. Il est bien détaillé, il est bien même, je dirais, un peu trop détaillé sur certaines choses, sur certains éléments. J'ai beaucoup plus apprécié la présentation qui était succincte, qui était droit au but, que dans la thèse, parfois, il y avait certaines dilutions de l'information parce qu'il y en avait un peu d'en mettre un peu beaucoup. Ce qui est de soi un très bon exercice parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de thèse exhaustive comme ça, écrite de façon très exhaustive, mais plutôt des thèses, soit des assemblages de papier et tout. Mais je trouve que c'est un peu la vieille école. Vraiment, c'est un exercice, c'est un entraînement pour le candidat qu'il a bien réussi. Comme il a été évoqué avant, j'ai aussi détecté beaucoup de fautes, d'anomalie ou d'incohérence dans le texte. Mais moi, les deux choses qui m'ont beaucoup plus frappé, c'est plutôt les accords de français. La langue de Molière, elle est toujours piégeante. Donc il y a beaucoup des accords qu'il faut peut-être revoir quand c'est féminin, quand c'est masculin. Qu'il faut revoir. Donc, par exemple, Aïssam, tu parlais des phases charbon et tu les modifiais avec un seul E, par exemple, dans la page 175. Tu parles des phases, donc c'est c'est un réaction, c'est pas les charbons, c'est les phases. Donc il faudrait peut-être revoir, et ça c'est pratiquement quasiment dans toutes les pages. Ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Et ce que j'ai aussi trouvé dommage, c'est encore la langue de Molière ne permet pas de réduire un peu les phrases. Donc il y a tendance à utiliser des longues phrases, à utiliser beaucoup de superflu, des mots qui sont peut-être pas inutiles, et surtout dans les titres. Du titre de la thèse jusqu'à le titre des chapitres, des paragraphes, et je trouve énormément, je trouve trop long. C'est par exemple, tu prends juste le titre de ta thèse, le premier slide de ta présentation. Et on revient sur le titre de la thèse et tu vas le constater toi-même. Parfois, peut-être, vouloir tout faire, on finit par rien faire. Donc, parfois, en mettre beaucoup, on dilue le message qu'on voulait faire passer et on perd un peu de pertinence. Et je trouve ça dommage qu'un travail comme ça ne soit pas vendu, je dirais, marketé avec des jolis mots. Par exemple, une transformation, valorisation des déchets toxiques de l'industrie, de l'huile, d'olive, en phase carbone et en matériaux composites à haute performance pour le processus de traitement des eaux usées, de challenge de production. Est-ce que tu penses que ça, c'est un titre? Juste, on a voulu tout ajouter dans le titre pour refléter la constitution du travail. Le rôle de l'abstract d'une thèse, c'est pour refléter ce qu'il y a. Quand on envoie une thèse, on voit le titre avec l'abstract. Le titre, ça doit être succinct, ça doit refléter, mais ça doit aussi laisser un petit peu de suspense. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je dirais, déjà, ce n'est pas la transformation, ce n'est pas la valorisation, c'est un essai. Tu as fait un essai parmi tant d'essais qui se font autour du monde. Donc, c'est un essai de transformation, de valorisation des effluents de l'oléaculture, de l'oléaindustrie, en
charbon activé, en matériaux, charbon activé. Point. C'est je ne cherche pas et je laisse. C'est moi, à mon avis, je pense qu'il faut revoir tous les titres des chapitres, les titres des paragraphes, les titres des sous-paragraphes, il faut les revoir. Parce que ce n'est pas une nécessité d'en mettre beaucoup, d'en mettre trop, mettre les mots-clés. Les mots-clés te reflètent un petit peu ce que tu as fait, tu laisses le lecteur découvrir. Tu vas, comme n'importe quel bouquin, le titre, c'est parfois il est réduit à un seul mot. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être est épuré un petit peu ces titres-là. Et ça, c'est une autre recommandation que je maintiens pour... moi, j'ai pas beaucoup de questions parce que la plupart de mes questions que j'ai malheureusement notées ont été déjà posées par mes collègues. Et pour éviter d'être redondant, j'ai quelques petites remarques, peut-être suggestions aussi, puis quelques questions que je n'ai même pas trouvé satisfaction soit dans les réponses, soit dans le manuscrit. J'aimerais bien comprendre ta logique dans les choix des deux ponts. Pourquoi tu as choisi la chaux, le zinc, le chlorure de zinc, l'aluminium, tu as choisi l'acide phosphorique? C'était quoi ta logique? C'est quoi la logique dans ces choix? D'accord. Merci pour votre question. C'est une question très importante. Pour moi, les résultats présentés dans la thèse ne constituent que l'essentiel. Mais par exemple, lors de l'utilisation d'aluminium comme agent dopant in situ, nous avons testé plusieurs éléments, par exemple le fer, le tungstate, nous avons toujours l'aluminium et nous avons toujours comparé avec le control group, c'est-à-dire le charbon sans modification. On a trouvé que peut-être le fer n'a pas donné assez de bons résultats, mais ça nécessite généralement une optimisation comme perspective. Nous avons trouvé également que le tungstate n'a pas donné assez de bons résultats et nous avons trouvé, selon les études préalables ou bien les études préliminaires, que l'aluminium permet de renforcer les cibles, ajouter plus de sélectivité, plus de capacité d'absorption. Donc les résultats présentés sont juste les résultats ayant montré de résultats intéressants. Mais pourquoi? Comment tu l'expliques? Comment tu prends le fer, le tungstate, tu passes d'un alcalé littéreux, le calcium, vers un post-transition method, qui est l'aluminium, et tu passes du zinc. À la rigueur, le zinc et l'aluminium, ils sont plus ou moins proches en famille, même s'ils ne sont pas dans la même période. Mais alors pourquoi? Et pourquoi alors maintenant tu parles du fer et du tungstate? Est-ce que ça ne t'a pas donné une logique? Ce que je voulais éclaircir, c'est que le zinc a été utilisé par un dopage externe et que l'aluminium et les oxocalcium ont été insérés in situ dans la structure des matériaux carbone développés. Le choix du zinc a été reposé sur sa large utilisation pour activer les matériaux carbonés, l'acide phosphorique également et la soude caustique est pareil. Donc pour l'aluminium, nous avons constaté nous avons remarqué que l'aluminium est largement utilisé dans les processus de coagulation-floculation, donc il a plus d'affinité, il a d'affinité importante envers les molécules organiques, et nous avons constaté également que nos matériaux ont des capacités d'absorption importantes. Et l'idée au début, c'était, on a voulu mixer les deux méthodes en profitant de l'état solide de notre matériau et sa capacité d'absorption, en ajoutant les ions d'aluminium qui ont une affinité envers les molécules organiques, envers les colorants, etc. J'espère que vous m'avez compris. Donc là, ça me ramène à ma deuxième question aussi que je n'ai pas pu élucider parce que tu parles des sites d'absorption et tu as évoqué, c'est ce que j'ai trouvé aussi demain, et ça revient à quelques points, des commentaires qui ont été posés.
tu parles des sites, tu as parlé des méthodes d'analyse avec lesquelles tu as un petit peu spéculé, c'est beaucoup de spéculatifs, en disant que tu as des carbonyles, des carboxyles, tu as la structure charbonnée. Et là, tu fais un in situ pour pouvoir insérer le métal qui va certainement, et j'en suis convaincu, je suis un chimiste organicien, participer à la catalyse du charbonnement, c'est-à-dire le mécanisme de catalyse, il va complètement se distinguer. Donc tu vas te retrouver avec des sites, avec des structures moléculaires qui sont complètement différentes, mais tu es parti de la spéculation que tu as toujours les mêmes sites. Moi, je trouve que c'est un peu superficiel. Il faudrait peut-être élucider les structures que tu as quand tu fais un dopage en surface, quand tu ne fais pas de dopage, quand tu fais un dopage en surface, et quand tu fais un dopage in situ. Parce que ça, c'est très déterminant, ça revient à ce que mes collègues ont dit. Tu parles de la modélisation de l'absorption, tu parles de la quantification de l'absorption, mais tu n'as même pas parlé de ce qui se passe à la surface. C'est quoi les interactions, c'est quoi les sites, c'est quoi les liens, c'est quoi où vont ces molécules. La raison principale pour tous les Marocains, c'est que l'accès limité aux techniques d'analyse. On en réfère l'expérience. Il y a des ramons, le ramon en réalité, il y a des ramons au Maroc, il y a un F6P, il y a un au CNRST, donc il y a un ramon, donc un ramon on aurait étudié. L'XPS à la rigueur, il n'y a pas d'XPS au Maroc, mais le ramon, la zeta potentielle, on en a, je ne sais pas, 6 ou 7 XP, il y en a à l'Université du Maroc, au CNRST. Un zeta potentiel t'aurait au moins donné une idée sur les charges. Même il y a ces techniques en Maroc, on n'a pas accès au matériel. Quand par exemple, juste la BET, on a vraiment galéré ici au Maroc, on n'a pas pu faire la BET, même si c'est disponible à plusieurs universités, on a envoyé les échantillons jusqu'à la Turquie pour pouvoir faire ces analyses. Donc l'accès limité des techniques, aux techniques des analyses qui nous ont empêché d'établir vraiment la morphologie, les sites créés exactement, etc. Donc on a utilisé un matériel de bord, on a utilisé l'UX pour confirmer l'augmentation de la teneur des éléments attractifs sur la surface, on a utilisé l'infrarouge pour confirmer. Oui, mais Hassan, je veux bien que ça n'a pas été utilisé, mais du moins dans tes interprétations, ça devait être évoqué. Pourquoi vous avez pensé à ça? Et même dans les références, je n'ai pas vu dans tes références que tu parles de l'XPS, qui a été utilisé, dont tu aurais préféré l'utiliser, mais ça aurait été quelque chose de plus honnête à dire que tu y as pensé et que, voilà, et que tu dis que tu le confirmes, que c'est des spéculations, mais ça pourrait amener à des études à démontrer, à confirmer ces structures et ce qui se passe dans ces structures. Malheureusement, je suis un chimiste organicien, donc j'aime bien voir les structures, j'aime bien voir le carbone lié à quoi, j'aime bien voir, parce que bon, quand tu fais un post-treatment avec le zinc, ce qui se passe avec, est-ce que c'est pas lui qui va aller occuper le site, qui va se complexer parce que c'est un agent de complexation qui est très connu. L'aluminium, quand tu le mets in situ, il se complexe avec les polyphénols. Ça c'est quelque chose. Est-ce qu'il fallait peut-être faire un suivi infrarouge aussi pour voir comment les structures sont complexées? Donc c'est des réflexions qu'il faut peut-être aussi avoir parce que voilà, c'est. Moi, ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est que, et ça a été évoqué juste avant par le professeur juste avant moi, c'est que tu as donné une orientation à ta thèse qui, même si tu as travaillé sur les margines et que tu as travaillé sur le grignon d'olive, et tu as donné une connotation et un poids aux margines et un poids à l'aspect environnemental. Et tu as délaissé le grignon d'olive en disant bon voilà c'est plus efficace pour l'énergie sans ni aller creuser l'énergie ni aller optimiser. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt d'optimiser l'efficacité du charbon que provient du grignon d'olive pour ces applications même que tu as faites pour l'absorption et que tu restes avec un focus sur l'environnement? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je disais,
tu as plus donné le poids aux margines et l'application d'absorption environnementale. Et tu as délaissé le grignon d'olive, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour... tu n'as rien préféré pour le grignon d'olive. Est-ce que ça aurait été pas intéressant de chercher des stratégies d'optimiser les performances du charbon issu du grignon d'olive pour les mêmes applications d'absorption des effluents? Exactement. Nous avons trouvé que la structure des grignons d'olive est compacte. Si on revient par exemple à la production d'huile d'olive, il y a le broyage des olives. Après, la pâte, on la met dans une scourtin et on applique une pression très importante. C'est pourquoi, après la carbonisation, on obtient des structures non poreuses. On obtient des structures non poreuses. Nous avons confirmé que cette biomasse ne convient pas au processus d'absorption. Nous avons essayé plusieurs méthodes. Nous avons trouvé toujours les mêmes résultats. Le problème de la porosité et de la surface spécifique. C'est lié. Et ce serait peut-être que tu n'as pas pensé à des effluents gazeux, d'utiliser ces graignons d'olive pour des effluents gazeux d'absorption. C'est aussi environnemental. J'ai utilisé juste le charbon issu des margines dans le traitement de ces olives. Pour moi, je suis très impressionné par élaborer des matériaux avec des capacités d'absorption très importantes et expliquer les mécanismes de l'absorption des enjeux. C'est pourquoi nous avons délaissé, c'est vrai, nous avons délaissé les grignons d'olive, vous avez raison, mais vu la quantité importante des résultats, bien des manipulations effectuées, vu la durée de la thèse, on n'a pas pu vraiment se focaliser ou bien s'approfondir dans la valorisation des grignons d'olive. Et est-ce que tu aurais pensé à d'autres effluents? Quelle serait l'efficacité de ces charbons actifs pour dépolluer les margines elles-mêmes? On n'a pas testé ça la vérité parce qu'on n'a pas accès à la technique de STDCO. Normalement, on suit l'absorption des margines par une méthode de STDCO, etc. On l'a pas au laboratoire. De toute façon, pour faire des analyses de DCO, de VO5, toujours on doit demander à nos collègues à l'université, à notre laboratoire. Donc pour traiter les margines elles-mêmes, on doit vraiment avoir un appareil de mesure à côté pour travailler tranquille. Et tu évoquais dans tous les exemples que tu as donnés, du moins dans la plupart des exemples, que l'absorption se fait sur ces matériaux en monocouche, sans qu'il y ait d'interaction avec ces molécules que tu as testées. Dans des cas, pas dans l'ensemble des combinaisons étudiées, juste dans des cas, l'absorption du verre de maladie, les molécules cationiques, etc. Par exemple, l'absorption du l'ange du méthyle sur le cadre SN2 a été multipliée par un autre modèle qui suppose des multicouches hétérogènes sur la surface, l'absorption l'absorption du genre acide 61 a été multipliée par le Nadishkovich, ainsi de suite. Mais parfois, c'est que on néglige l'interaction entre les molécules juste parce que l'interaction avec le substrat est très importante. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas affirmer qu'ils n'existent pas. Tu peux dire qu'ils sont faibles par rapport aux interactions avec les substrats. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il n'y a pas d'interaction. Ce sont des molécules qui font du self-assembly très facilement. Et je pense que tu dois revoir tes statements dans ta thèse et plutôt atténuer l'affirmation, dire peut-être les interactions avec le substrat, avec l'absorbant est beaucoup plus important qu'entre les molécules absorbantes. Et tu atténues un petit peu, parce que ce que j'ai trouvé un petit peu c'est dommage dans ta thèse, c'est que tu as utilisé beaucoup de spéculatifs parce que tu n'as pas confirmé par beaucoup de techniques, comme tu viens de l'avouer, l'XPS, l'état potentiel, solid state NMR, plein de technologies qui te permettent de voir. Mais dans tes statements, dans tes conclusions, tu affirmes, tu confirmes. C'est peut-être qu'il faudrait mettre un peu de conditionnel dans ton français. Voilà, c'est un petit peu. C'est ça qui est un petit peu
déstabilisant dans la lecture de la thèse, c'est qu'il y a beaucoup de spéculatifs, même dans les modèles, beaucoup, puis après il y a des confirmations, des affirmations fermes et conclusives. C'est un peu... il faut le revoir dans la thèse. J'ai voulu, s'il vous plaît, ajouter une chose. Comme je vous ai dit que je suis vraiment intéressé par les mécanismes d'absorption, soit en milieu gazeux, soit en milieu liquide. Actuellement, nous essayons de développer de nouveaux modèles basés sur la statistique avancée et d'utiliser de nouveaux modèles publiés dans des journaux très impactés, c'est-à-dire des facteurs supérieurs à 20, pour expliquer d'une manière approfondie le mécanisme, pour obtenir des idées sur l'agrégation des molécules avant leur absorption, l'interaction des molécules, nombre de sites actifs sur la surface et même la répartition, bien la contribution en pourcentage de chaque site pour l'absorption d'une molécule dans l'air. Donc ça reste les perspectives. Je te conseillerais aussi de t'appuyer sur l'experimental design, comme il a évoqué mon collègue avant, et aussi de la modélisation moléculaire. Vraiment, la modélisation moléculaire. Les structures que tu évoques là, que tu as dans le charbon, tu peux les modéliser avec tes molécules et voir déjà les interactions. Déjà les interactions avec toutes les molécules. Puis après, quand tu rajoutes le zinc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rajoutes l'aluminium, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut peut-être revenir un petit peu en amont, déjà dans l'étape de qu'est-ce qui se passe dans la formation du charbon, qu'est-ce que j'ai formé comme structure, avant d'aller à une étape. Parce que ça, c'est crucial, et ça, malheureusement, c'est ce qui manque dans ta thèse. Tu peux pas. C'est là, de là vient la spéculation. C'est que tu spécules sur ce que tu n'as pas analysé. Et je pense que l'intérêt serait de creuser plus, de revoir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que la pyrolyse, c'est très difficile à suivre, c'est très hétérogène, mais on arrive quand même maintenant avec les techniques à bien optimiser, à bien caractériser, même les effluents qui partent. On arrive à combiner ça avec l'infrarouge couplé UV, l'infrarouge couplé spectre de masse, et on analyse les effluents in situ, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui se fait. Ça, c'est une technique qui existe aujourd'hui, mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi utiliser la spectre de masse pour voir les fragments qui sont partis, pour bien comprendre la structure. Certes, ton effluent est déjà à la base très hétérogène, et c'est très difficile, mais je pense que tu arriverais à moins à déterminer les structures moléculaires dominantes, et de là, tu peux partir sur les étapes suivantes, qu'est-ce qui se passe si j'absorbe ça. Peut-être que tu vas être étonné que tu trouveras d'autres mécanismes d'interaction, que peut-être ça te permettra de sélectionner d'autres effluents, que ce charbon sera peut-être plus adapté à d'autres effluents que ceux auxquels tu as pensé. Donc c'est quelque chose à creuser. J'ai une question aussi que ça m'a turlupiné dans ma tête depuis que j'ai commencé la lecture de la thèse. Tu parles de quelque chose qui est très concentré, qui est très dilué. Tu fais un premier séchage à 50% de concentration en eau, ce qui va générer énormément de vapeur d'eau. Et tu fais le flash pyrolysis à pression atmosphérique, sans aucun vide, sous aucun gaz, pour éliminer la vapeur d'eau. Est-ce qu'il y a un impact de la vapeur d'eau dans ton processus de charbonnement? Un impact de la vapeur d'eau sur... Non, il n'y a pas d'impact parce que normalement les étapes de carbonisation des liquides ont été quatre. La première étape, c'était la déshydratation. On obtient un liquide concentré en matière organique. C'est là où commence la récarbonisation. C'est-à-dire que la déshydratation se fait avant la carbonisation, puis la carbonisation commence dans ces trois étapes. On s'est mal compris. Là, de ce que tu parles, c'est la déshydratation des molécules. On retire des molécules d'eau. Ce n'est pas on retire 50 litres d'eau. Ce n'est pas la même chose. Tu es dans l'eau déjà. C'est un séchage. Oui, c'est un séchage. Il y a un séchage. Et après, de ce que tu parles pour les quatre, c'est que tu es parti d'un matériau dry, sec, et tu enlèves l'eau, tu commences la scission des liaisons. Mais là, tu es parti de quelque chose qui contient énormément d'eau, tu évapores l'eau.
Donc ton milieu il est complètement saturé avec de l'eau. Oui. Est-ce que l'existence de cette eau n'impacte pas le processus de charbonnement? Non, ne n'impacte pas parce qu'il y a le premier séchage, c'est-à-dire quel que soit séchage convectif, bien au soleil ou bien je ne sais pas quoi. Après, quand on insère la cellule remplie des margines séchées à 50%, il y a une première étape, c'est-à-dire une pré-étape dans le four de déshydratation. Il y a une déshydratation brutale. Il reste qu'un petit liquide ou bien qu'un liquide concentré en matière organique qui se carbonise après la première étape de carbonisation, la première étape de déshydratation dans le four. Il y a une déshydratation après insertion dans le four. Non, ce n'est pas une déshydratation des molécules. On parle pas de ça. Ce n'est pas une déshydratation, c'est-à-dire une élimination de l'eau. C'est-à-dire une élimination brutale de l'eau, pas une déshydratation. Comment tu élimines avec la vapeur d'eau qui se forme? Comment tu la fais échapper du four? Elle s'échappe automatiquement par pression parce que le four est à pression atmosphérique. Il y a des issues où la vapeur se dégage brutalement, comme une cocotte minute. Là, tu parles de pression atmosphérique qui n'est pas sous pression. Tu parles de pression atmosphérique. Oui, je parle de pression atmosphérique. Parce que le four n'est pas étanche, n'est pas vraiment fermé. Juste, il est fermé mais pas serré, pas étanche. Après le dégagement, après lors de l'étape de la déshydratation brutale dans le four, il y a un dégagement, c'est-à-dire que l'eau sous forme de vapeur s'évacue avec une température importante à l'extérieur du four. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'influence. Parce que c'est un gros problème pour le charbonnement, c'est comment rendre le milieu déjà, surtout quand tu le fais en flash, quand on le fait en lent, on sèche et on fait toujours un gaz pour pouvoir éliminer la vapeur d'eau, éliminer ce qui reste, pour qu'on puisse charbonner rapidement. Parce que la première étape que tu vas faire sur ton matériau solide, c'est la déshydratation, c'est-à-dire que tu vas enlever l'eau. Si l'équilibrium n'a pas été déjà en faveur de l'élimination de la déshydratation, tu vas avoir toujours de l'eau qui va t'empêcher à faire la déshydratation. Vous avez raison parce que j'ai oublié d'ajouter une étape. Il y a sur le manuscrit que je l'ai expliqué que le charbon obtenu après la carbonisation des margines est humide. Donc on ajoute une étape supplémentaire de carbonisation pendant 30 secondes pour se débarrasser d'humidité adhérée au matériau. Mais c'est écrit sur le manuscrit. À ton avis, quels sont les avantages? Bon, tu as parlé beaucoup des avantages, et on n'a pas trouvé des inconvénients de flash terroriste de cette méthode de valorisation. Est-ce que tu pourrais énumérer 3 inconvénients? Pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Les inconvénients, on a cité des avantages de la théorie flash, mais on n'a pas cité des inconvénients. Peut-être que la chaleur importante, il y a l'énergie requise pour la carbonisation, ou bien il y a aussi, ce n'est pas la pyrolyse flash exactement, la pyrolyse flash avec choc thermique, il y a aussi de l'énergie pour chauffer le four, etc. En préalable, ça demande. On a un problème juste avec l'énergie. Est-ce que ça vaut le coup alors, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sustainability? Oui, parce que les matériaux, ou bien la qualité des matériaux carbone développés compense la demande énergétique pour carboniser ces biomasses. Et en plus de ça, les margines sont très toxiques, donc on se débarrasse d'un rejet liquide très toxique. Et jusqu'à ce moment, les publications n'ont pas montré vraiment un traitement efficace et sérieux de ces matériaux, c'est-à-dire une élimination radicale. Donc on élimine radicalement les margines, d'une part, et d'autre part, on fabrique ou bien on produit des matériaux carbonés avec des propriétés importantes qui peuvent compenser le coût énergétique. À ton avis, comment se compare ton charbon que tu dis qu'il est de qualité, qu'il est bien, par rapport au carbone, le charbon qui est commercialement disponible aujourd'hui? Ici, on a différentes gammes. Il y a au moins 10 gammes de charbon activé qui sont commercialement disponibles, qui sont produits de différentes manières, différentes technologies. Où tu positionnes le tien, d'un point de vue qualité et d'un point de vue rapport qualité-prix? D'après les publications,
On trouve souvent que la majorité des charbons actifs développés possèdent des capacités d'absorption inférieures à 1000. Donc nous, on a pu atteindre 1000 et le plus important en tout ça, c'est la sélectivité. Nos matériaux sont vraiment sélectifs, donc je suppose qu'ils seront vraiment des vrais concurrents dans le marché. C'est bien ça. J'aurais bien aimé voir la comparaison que tu évoques maintenant de façon très spéculative, de l'avoir confirmée expérimentalement, de prendre tes effluents, d'acheter un charbon actif commercialement disponible, et qui se compare bien à ton charbon, et de faire les mêmes analyses sur ce charbon-là et d'analyser pour pouvoir confirmer, parce que c'est encore une fois très spéculatif. Vous avez raison. Alors, Issa, Oui. si tu es donné la chance de refaire ce travail, qu'est-ce que tu referais? Bon. Je referai la rage. Ou qu'est-ce que tu referais autrement? Je referai la même chose. Tu sais, un des esprits d'un bon scientifique, c'est l'autocritique. Et je t'invite à faire de l'autocritique un peu. Merci beaucoup. Bonne chance et bon courage. Merci à vous. Merci à tous les membres du jury. Voilà, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher collègue.